Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Écho du silence, renforcer le soutien en santé mentale centré sur la famille dans les situations d'urgence humanitaire. Je m'appelle Lucia Vinti, je suis la coordinatrice de l'équipe de la stratégie de la santé mentale pour les Nations Unies. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée par mes collègues Chung, Marie et Wilna. Mais avant de commencer, on va regarder une vidéo d'introduction à la Journée mondiale de la santé mentale. Et Marie, à toi, s'il te plaît. Merci encore et encore merci vraiment à l'Agence internationale de l'énergie atomique pour cette belle contribution. Juste quelques petites informations pratiques. Cette session est enregistrée et sera mise en ligne sur notre site web. Vous pouvez activer les sous-titres en direct en cliquant sur la barre supérieure, puis sur les places, langue et paroles, et après afficher les sous-titres en direct. Nous aurons un moment dédié aux questions et réponses à la fin de la session. Je vous invite à poser vos questions dans la fonction Q&A et notre équipe les suivra en direct et les transmettra aux modérateurs et aux panélistes. Et maintenant, j'ai le grand plaisir d'introduire notre modérateur, Janvier Rougira. Janvier est un conseiller régional pour la gestion du stress pour l'Afrique de l'Ouest et le Centre. Il est psychologue agréé en Afrique du Sud et au Rwanda et titulaire d'un master en psychologie du counseling, d'un MBA et un doctorat en psychologie. Janvier, je te passe la parole. Merci, Lucia. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi de participer à cette table ronde. Et chers collègues, j'aimerais vous dire que dans son rapport de l'année passée, dans 2024, l'Organisation mondiale de la santé a identifié la solitude comme un problème majeur de santé publique mondiale. Là où ils ont constaté qu'une personne adulte sur 6 dans le monde déclare se sentir seule. La solitude chronique est aussi associée, d'après ce rapport, au taux plus élevé de dépression, d'anxiété, de maladies cardiaques et de mortalité prématurée. Et avec tous ces défis, chers collègues, dans les urgences humanitaires, la rupture de communication, le déplacement et les pertes brisent les structures familiales, amplifient le stress et l'isolement émotionnel. Des Nations Unies et leur famille, la solitude en soi devient une urgence silencieuse au sein. On a conçu cette table ronde pour en parler, explorer comment un soutien en santé mentale concentré sur la famille peut contrer cet isolement et renforcer la résilience dans les cas des opérations humanitaires. Et notre session nous invite tous à examiner comment la connexion, souvent considérée comme acquise, devient une bouée de sauvetage dans les heures les plus sombres de la crise. Et ce que je vous présente, chers collègues, j'aimerais commencer par vous présenter nos panélistes. La première personne que je vais vous introduire, c'est Isabelle Rampa, psychologue et thérapeute
en MDR, spécialisé en psychologie transculturelle et en psychotraumatologie. Elle occupe actuellement le poste de chargé de liaison pour les familles au programme alimentaire mondial à Rome et dirige des initiatives mondiales sur le bien-être familial. Son expérience s'attache à la protection de l'enfance, à la psychiatrie, aux écoles internationales et au secteur humanitaire en Europe, en Amérique latine, en Afrique et en Asie. Isabelle est également la fondatrice de FLOC, un programme et initiative de soutien psychosocial destiné aux employés et familles à travers le monde. Elle parle 4 langues et est passionnée par la création des communautés inclusives et résilientes. Deuxième panel, c'est théâtre aime avant tout se présenter à travers ces différentes facettes de sa vie. Son parcours professionnel lui a permis d'explorer l'ensemble du continuum de la santé mentale avec un particulier intérêt pour la santé mentale au travail. Après avoir exercé dans des établissements de santé en Europe et au Sénégal, son pays natal, elle occupe désormais le poste de conseillère en Afrique centrale. Elle est basée à Yaoundé et couvre également la République centrafricaine et le Tchad. Et la personne que je vais introduire cette fois-ci, c'est Nathalie Klein, qui travaille aussi avec le PAM depuis 5 ans. Elle a rejoint le bureau de pays du Soudan après avoir vécu au Congo avec sa famille. Elle est mère célibataire de 2 enfants âgés de 12 et 10 ans. Après 10 ans consacrés au programme fondé sur le transfert monétaire, elle travaille désormais au siège au sein du service JAR Protection et Inclusion. Alors, avec cette introduction, chers collègues, j'aimerais juste aller tout de suite avec les questions. Et si vous le permettez, Isabelle, je commence par vous. Dans la situation d'urgence à haut risque où la communication est interrompue ou quelquefois impossible, quelles sont les lacunes les plus critiques dans le soutien à la santé mentale du personnel et leurs familles? Et comment pouvons-nous préparer le système des Nations Unies à répondre en temps réel malgré ces concentrates? Isabelle. Merci Janvier. Bonjour tout le monde, bienvenue. Alors, effectivement, des lacunes, on peut dire qu'il y en a. Hein, notre monde humanitaire, notre culture humanitaire date un peu, a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé. Les travailleurs, les employés ont beaucoup changé. Hein. On est parti d'une culture qui était un peu la culture du cow-boy, avec l'homme blanc qui partait dans sa mission humanitaire en laissant sa famille derrière. Mais ça ne représente plus la réalité aujourd'hui, heureusement, que le monde humanitaire a beaucoup évolué, c'est extrêmement enrichi. Et dans tout ça, la question de la place des familles et de la considération des familles doit changer également. Et est petit à petit, hein, il y a des programmes de plus en plus qui se développent parce qu'on en voit les besoins et on voit à quel point ne pas les intégrer a un impact énorme sur la santé mentale, sur le bien-être des employés, sur le fait d'attirer du talent, de garder, etc., sur la productivité, etc. Donc, comment faire ça? Comment le système peut s'adapter? Quelles sont les lacunes qu'on voit, hein, tu me demandes, Janvier. Ben, on voit la nécessité, on voit des lacunes un petit peu à travers tout le système. On voit la nécessité d'intégrer et de normaliser la présence des familles, la prise en compte des familles au sein de toutes les différentes équipes qui accompagnent, qui soutiennent les employés. Ça part dès le début, dès le moment du recrutement,
dès le moment du onboarding, du processus d'intégration d'un nouvel employé, donc avec les ressources humaines, sur la question d'avoir les contacts des familles. Ça semble rien, mais dans les moments d'urgence, c'est la chose la plus importante et on voit à travers le système des Nations Unies combien de difficultés et de problèmes ça nous apporte. On ne peut pas accompagner, informer, soutenir les familles si on n'a même pas leur contact. Et pour certains types de contrats, on n'a même pas l'information sur est-ce qu'il y a une famille qui sont cibles. On n'a aucune information. Donc voilà, dès le début, on a contact intégrer le processus d'intégration, de leur partager des informations sur quels sont les services qui sont disponibles pour elles, pour eux, pour les membres de la famille au niveau médical, au niveau de counseling, du soutien psychologique, des ressources humaines, la sécurité, qui sont les points focaux, qui peuvent contacter si eux, ils ont un problème de sécurité, puisqu'on est en train de parler des urgences. Est-ce qu'ils comment est-ce qu'on inclut les familles dans tout ce qui est préparation au déploiement, quand on déploie un voie international, mais des fois les gens aussi se déplacent au national. Préparation de la sphère familiale, en particulier quand on est en train d'envoyer dans des situations de crise et d'urgence, dans ce qu'on appelle les avec l'employé, est-ce qu'on l'aide à une conversation avec sa famille sur le fait d'aller dans un contexte d'urgence, quel matériel spécifique pour les familles on partage, on prépare, on a et on peut partager avec eux, notamment pour plein d'agences maintenant, c'est à travers l'application du bien-être du personnel, qui est de plus en plus accessible aux familles. Voilà, donc il y a plein de choses. Mais il reste le briefing de sécurité, très rarement de la famille, alors qu'il est le briefing sécurité, et on sait très bien que bon, oui, il y a les endroits où on va sans famille, mais à part le fait que dans ces endroits, il y a aussi du personnel national avec des familles, mais il y a aussi plein d'endroits où on déploie la famille et où il peut y avoir des urgences et où on se retrouve à avoir des évacuations, etc., qu'on apprend très, très, très régulièrement, malheureusement. Donc, les briefings de sécurité pour les membres des familles, c'est essentiel. Et pour faire tout ça, une équipe spécialisée en santé mentale, qui comprennent, qui connaissent tous les aspects psychologiques de l'impact que ça a pour un enfant d'être séparé d'un parent, l'impact que ça a de se déplacer, de changer d'école, de culture, de grandir avec plusieurs cultures, etc., etc. Et en cas de crise, d'urgence aussi, comment prévenir, comment accompagner les enfants et les membres de la famille à travers ces situations, ces événements critiques, etc. Donc, je pense que ça, c'est essentiel. C'est ce qu'on essaie de construire au PAM et dans certaines autres agences aussi, qui ont aussi rejoint le FLOC. Donc, l'idée, c'est qu'avoir une équipe, c'est bien. De pouvoir fournir du soutien individuel en santé mentale, c'est super. Ce qui est encore mieux, c'est de pouvoir créer des communautés où il peut y avoir un soutien mutuel entre pairs, voilà, de créer vraiment des communautés de solidarité, de soutien, d'échange de ressources et tout, qui s'activent en particulier quand il y a des difficultés, quand il y a des situations de crise comme ça, et qui sont aussi bien globales que locales pour avoir vraiment son réseau de soutien, le réseau de l'employé, le réseau de la famille aussi, ils sont à 2 endroits différents, et des réseaux spécifiques, par exemple, pour les familles qui sont justement séparées géographiquement, comme on a des groupes de soutien mutuel qui accompagnent les familles comme ça. Donc, je pense qu'il y a tous ces événements sur lesquels ces éléments sur lesquels on travaille et qui, à petits morceaux, peut-être des fois,
et qu'on espère petit à petit de rendre disponible au sein de l'ensemble du système et de développer pour l'ensemble du système des Nations Unies. Merci beaucoup, Isabelle. Tu viens d'évoquer quelques points très essentiels, mais j'ai retenu quelques points. Qu'il s'agit d'une intégration dès le début à la continuité du personnel. Il s'agit de faire le point en fait essentiel, de faire à ce que les membres de la famille soient au courant de quoi la personne va traverser, par exemple, quand il s'agit des liens d'affectation des urgences de D ou de L3, pour que les gens soient au courant et bien sûr, avec toute autre chose, tu as évoqué aussi l'idée de créer des communautés de soutien là où les gens peuvent s'entraider et partager des informations et bien sûr savoir ce qui se passe. Je pense qu'à un certain moment, peut-être tu vas nous parler du FLOC, l'une des solutions possibles. Euh, mais avant que tu n'arrives à ce point, peut-être à vous, Madame Daba, vous avez coordonné des interventions dans de nombreuses urgences et parfois vous étiez directement sur le terrain, soutenant le personnel affecté et leurs familles. Alors, dans les contextes à haut risque, où la communauté et le déplacement sont fortement limités, quelle approche pratique avez-vous vu fonctionner pour maintenir le contact psychosocial avec les familles? Parce qu'Isabelle a déjà dit qu'il y a des fois qu'on ne parvient pas à communiquer à cause de ces infrastructures et comment les conseillers et les organisations peuvent-ils se préparer à répondre en temps réel afin que le soutien se poursuive même lorsque le système habituel ne fonctionne pas. Madame Daba. Merci, Ranvier, pour cette question qui est essentielle. Parce que souvent les familles sont un peu les oubliées silencieuses lors de ces urgences humanitaires, alors que justement l'équilibre de ce lien entre les staffs sur le terrain et leurs familles contribue vraiment aussi à comment les staffs peuvent répondre aux urgences sur le terrain. Donc, une des premières choses que j'ai eu l'occasion, en fait, qui ont été faites, pas seulement par moi, mais dans certaines organisations, c'est vraiment, comme l'a rappelé, mais qui, comme on dit, c'est toujours en prévention de la situation d'urgence. Des contacts simples, un numéro, une personne référente au sein de la famille ou des communautés dans lesquelles quand je dis, j'aime beaucoup ce mot communauté parce que c'est plus large que famille, hein. On sait qu'on appartient à des communautés, au-delà même d'appartenir à des familles. C'est essentiel parce que ça permet d'être assez réactif. Quand la situation d'urgence arrive, les collègues ont tendance justement, parce qu'ils se sont engagés, ils se sont aussi un peu préparés à ces situations d'une certaine façon, rentrent dans une certaine routine, dans un certain automatisme de fonctionnement qui peut être important, qui doit maintenir avec les familles. Donc déjà, la première chose, c'est de rappeler justement cette nécessité de maintenir ce contact avec les familles. Parce que certains collègues, moi j'ai entendu qui disent non, non, ils savent que je suis en situation, c'est compliqué. S'il y a quelque chose, on les appellera. Donc, beaucoup oublient que de l'extérieur, on peut avoir une perception différente de la situation d'urgence. Parfois, quand on est dans un terrain d'urgence, les choses, entre guillemets, ne sont pas si mal que ça, à part bien sûr peut-être les coupures de communication. Donc, c'est vraiment établir d'emblée, et ça, c'est dans une phase très importante, c'est dans ce qu'on fait, notamment un briefing, comme on appelle ça, avant que la personne aille sur le terrain, elle a un entretien avec le conseil du personnel pour justement explorer les différentes dimensions qui vont avoir un impact sur son équilibre en, dans cette zone d'urgence, dans cette situation d'urgence. Et ça, c'est primordial parce que ce qui est fait, c'est que ça permet d'établir, déjà de rendre à la personne la connaissance, peut-être les déjà en amont, communiquer certains
et aux personnes de la communauté, on va déjà avoir les bons interlocuteurs. Aussi, ce qui est bien, c'est penser aussi aux voies un peu informelles. C'est vrai, heureusement, maintenant, les groupes WhatsApp font légion, sont partout un peu dans nos organisations, mais c'est essentiel de pouvoir aussi, et c'est aussi l'avantage du système Flock, de pouvoir mettre ces familles en communauté. Parce qu'il y a la communauté des staffs qui font face à la situation d'urgence, donc ils sont un peu préservés parce qu'ils sont en communauté, en connexion. À l'introduction, vous parlez bien de cette situation de solitude, Janvier. Et cette solitude, elle touche aussi les familles. Donc, de les mettre en communauté permet justement de mitiger ces risques. Et aussi, une des choses qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on pense souvent à la situation d'urgence des staffs. Mais parfois, la situation d'urgence touche les familles. Donc, c'est encore très important de préparer les familles et le staff aussi à comment une situation d'urgence pourrait aussi toucher la famille. Et dans ces urgences-là, ce n'est pas seulement une urgence qui toucherait une instabilité sécuritaire. Il y a des urgences. Le staff, une maladie, un contexte particulier, etc., qui peut aussi affecter un collègue qui serait en situation d'urgence, mais qui pourrait la gérer. Donc, c'est vraiment pouvoir, moi, le plus important dans la communication, c'est de pouvoir connaître déjà les points sur lesquels l'attention doit être portée et aussi établir une communication même informelle en s'axant sur les communautés pour que l'équilibre de part et d'autre du staff et de sa famille puisse être fait comme ça, le lien entre le staff et sa famille ou ses communautés puisse rester stable. Merci d'abord. Très pratique parce qu'il y a des fois, comme vous le disiez, que le système formel ne marche pas. Il faut qu'on embrasse des systèmes, des raisons qui ne sont pas du tout formelles, comme on le disait tout à l'heure, le groupe WhatsApp, l'utilisation des plateformes, comme Isabelle avait dit, est très important. C'est à nous, en fait, comme le staff, de savoir que des exigences contenues dans le système a de l'impact direct aux familles. Et quand la communication est coupée, alors ça devient en fait toute une silence. Et avec ce point, il y a toute une dimension humaine. C'est pourquoi nous allons sortir de la théorie et des politiques et pour nous concentrer sur l'expérience vécue. C'est là où on va s'engager et parler avec Nathalie, si vous le permettez. Pouvez-vous nous parler de votre expérience personnelle et des réalités et pratiques, que ce soit visible ou invisible, auquel votre famille a été confrontée dans le cadre de votre travail au sein des Nations Unies dans une situation d'urgence? Quel soutien formel ou informel avez-vous reçu? Et qu'est-ce qui vous a fait sembler le plus utile dans toutes ces démarches? Nathalie, si vous le permettez. Merci Janvier. Eh ben, en fait, je trouve que Isabelle et Daba ont quand même touché beaucoup de points très concrets qui résonnent très largement avec mon expérience. Euh, donc, peut-être avant le PAM, parce que Isabelle parlait effectivement de l'importance d'avoir un contact, et ça semble tellement, ça tient à pas grand-chose en fait, des fois, mais c'est vrai que j'ai malheureusement eu plusieurs expériences d'urgence. Alors, j'étais à Brazzaville pour la première année de mon fils, avec mon fils. Et même avant ça, on avait eu l'explosion d'un régiment blindé au milieu de la ville. Et c'est vraiment le genre d'urgence qui arrive sans prévenir. On se réveille un matin réveillé par l'explosion dans la ville. Il y a les vitres qui explosent et puis on se demande qu'est-ce qui a pété, où ça a pété. Pardon, où ça a explosé. Et en fait, je me souviens bien, ce matin-là, je me suis dit, il n'y a personne qui va prévenir mes parents. Il n'y a personne qui va pouvoir leur dire ce qui se passe. J'étais avec une ONG à ce moment-là, mais c'est vrai que ça s'est répété après quand on était au Soudan, où là, j'étais avec mes deux enfants et on a eu un coup d'État. Et au moment du coup d'État, le coup d'État a eu lieu à 7h
du matin, enfin, c'est même plus tôt que ça, c'était au milieu de la nuit. Donc, les militaires ont arrêté le pouvoir civil et ils ont coupé Internet directement et on n'a pas eu Internet pendant un moment. Et Dieu merci, c'est une collègue qui était passée par le Soudan, mais qui était à Nairobi et qui avait réussi à récupérer les contacts Skype et qui a réussi à prévenir les parents des collègues dont elle avait le contact. Et je sais pas comment elle a fait, mais mes parents ont réussi à être prévenus parce que c'est le genre de nouvelles qui, heureusement, quand même, passe aux informations. Enfin, les gens en France et en Europe et dans la région ont su assez rapidement qu'il y avait eu un coup d'État au Soudan. Ils voient des images de gens qui se tirent dessus, qui tirent dans la rue, etc. C'est très angoissant, évidemment, pour les familles. Et c'est vrai que ça fait aussi écho à ce que disaient Daba et Isabelle sur vraiment l'importance primordiale des contacts et du soutien entre individus et au sein de la communauté humanitaire. C'est vraiment, je pense, pour moi, le fil rouge qui traverse toute la carrière, c'est que quand tout va mal, il y a quelques individus sur qui on peut compter et idéalement, le plus d'individus, le mieux c'est. Mais donc peut-être pour plus concrètement parler donc de l'expérience qu'on a eue au Soudan. Donc moi, je suis arrivée au Soudan en mars 2021. J'étais déjà seule avec mes deux enfants qui étaient petits à ce moment-là. Ils avaient 6 et 8 ans. Et comme Daba disait, et c'était un peu le cas à Brazzaville aussi, c'est le genre de pays où c'est pas si mal. C'est pas catastrophique, mais on vit quand même au quotidien et on peut être en famille dans ces duty stations. Donc, c'est pas. On est en famille et en plus, en étant alors staff international, donc je parle que de mon expérience évidemment, avec les avantages que ça inclut, staff international aux Nations Unies. Donc, on n'est pas volontaire ou stagiaire dans une ONG, faut se rendre compte aussi. Mais malgré le fait que ce soit des endroits où on puisse être en famille, il y a énormément de contraintes et de défis au quotidien. Euh, pour parler de ce que je connais moi, être une femme célibataire dans certains pays, c'est déjà pas évident. Une mère célibataire, c'est pas évident. Avoir des enfants adolescents dans des pays où il n'y a pas forcément de service, où l'école va être fermée. Nous, au Soudan, c'était vraiment très régulièrement fermé. Il y avait le Covid, il y a eu le coup d'État, il y a eu des manifestations. Donc, les enfants, pendant 5 ans, entre la fin du Sénégal, le Covid et le Soudan, ils n'ont pas fait une année scolaire complète. Ça n'arrêtait pas d'être un trimestre en moins, un trimestre à distance ou quoi. Euh, il y a aussi tous les enjeux, enfin, pour les collègues qui sont homosexuels ou qui ont d'autres styles de vie qui sont vraiment difficiles dans le contexte. Et c'est là où, encore une fois, vraiment avoir des communautés, avoir des espaces où on peut se retrouver, on peut partager des expériences mentalement et psychologiquement, ça aide énormément. Ça règle pas le problème, mais on attend rarement des gens qui règlent nos problèmes. On attend essentiellement du soutien. C'est souvent ça qui nous permet à nous de trouver la force de régler nos problèmes. Donc ça, c'était vraiment au quotidien quand vous avez beaucoup d'espace de votre cerveau qui est à aller chercher de l'eau, à vous assurer qu'il y aura du fuel pour le générateur, est-ce que l'école sera ouverte? Enfin, vous avez vraiment un poids mental qui est assez lourd au quotidien et je trouve ça assez spécifique de ces postes, de ces lieux où on est là. C'est des cas assez particuliers. Et puis malheureusement, c'est des cas où tout peut partir en situation de crise rapidement. Donc c'est ce qui nous est arrivé au Soudan. Euh, la guerre a donc éclaté le 15 avril 2023. C'était assez imprévu. Enfin, après, on peut toujours refaire une lecture a posteriori, mais on a quand même tous été très surpris de la soudaineté, de l'ampleur des événements, tellement surpris qu'on a tous été coincés là où on était. Et moi, en l'occurrence, j'étais hors du pays au moment où ça arrivait. Et donc, mes deux enfants étaient à Khartoum à ce moment-là. Mon fils était chez des amis pour une sleepover et ma fille était à la maison avec la nounou.
Et vous avez vraiment à ce moment-là un peu tous les couches de votre vie qui s'encastrent, enfin vraiment qui s'écrasent. Nous, malheureusement, on a perdu des collègues sur les opérations dont je m'occupais, donc c'était professionnellement tout de suite très lourd, extrêmement dur. Vous avez la dimension personnelle qui se met, puisque donc mes enfants étaient coincés. Et puis, vous avez évidemment vos familles et vos amis à l'extérieur qui cherchent des nouvelles et qui s'inquiètent pour vous. Donc, ça a duré longtemps, puisque j'ai dû les faire évacuer par l'ambassade de France et l'armée française. Et donc, je les ai récupérés au bout de 11 jours. Et pendant ce temps-là, vous avez les collègues, et notamment tous les collègues soudanais qui sont à la recherche d'un endroit sûr, qui cherchent à protéger leur famille, qui cherchent et malgré tout, qui cherchent à continuer à faire bouger les opérations et à s'assurer que les gens qui dépendent de nos distributions vont avoir faim. Alors évidemment, c'est pas possible, c'est pas possible partout, et dans ces situations, il y a des moments où les choses s'arrêtent par force. Mais j'ai été vraiment aussi bouleversée par l'engagement des collègues et le fait que chacun essayait malgré tout de faire de son mieux dans un contexte qui a été dramatique et qui continue à l'être. Euh, et, et donc le soutien qu'on a reçu à ce moment-là, encore essentiellement de l'humain, c'était pas forcément les personnes ni dans leur rôle, ni les personnes en charge, mais on a eu des collègues qui prenaient des nouvelles des enfants, qui ont essayé de voir est-ce qu'ils pouvaient aider avec l'ambassade ou à coordonner des choses de là-bas, récupérer les passeports des enfants. Et puis après, c'est vrai que même quand on a fini par se retrouver et rentrer, ça a pris beaucoup de temps, et j'ai eu la chance d'avoir le soutien de l'équipe du PAM, de l'équipe d'Isabelle, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour aussi nous diriger vers des appuis psychologiques pour les enfants, et donc les remettre sur les rails. Je veux pas dire le plus vite possible, parce que c'était pas l'objectif. C'était les faire fonctionner et nous faire fonctionner du mieux possible. Il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas aidé. Et c'est vrai que la bureaucratie de nos organisations, parfois, la rigidité et un peu Alors évidemment, quand on a une crise aussi énorme qui impacte autant de staff, c'est difficile de prendre en compte les situations personnelles. Mais de fait, c'est vrai que les situations personnelles n'ont pas été vraiment très regardées. Et encore maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on porte en nous qui reste, et le manque de considération qu'il y a sur la crise au Soudan, ce que les collègues soudanaises, que les collègues qui traversent au Soudan à travers toutes les agences traversent, c'est quelque chose qui continue à être difficile à porter. Et on finit par savourer la vie mieux, mais tout est un petit peu plus grave quand même. Ouais, ouais. Voilà. Ok, merci Nathalie pour le partage de ton expérience, pour la vulnérabilité que tu nous partages avec tout ce qui est les contraintes d'avoir les enfants séparés. Il y a le dernier mot, par exemple, tu parles de défis, de différences entre les internationaux et les nationaux, bien qu'on est dans une même situation. Il y a ceux qui sont appuyés, les autres sont comme négligés. Il y a aussi un défi administratif et bureaucratique. Nous le savons très bien, dans le système, il y a tout à fait assez de la bureaucratie quelquefois, ça ne résout pas même les problèmes qui sont censés résoudre. Mais le point que j'ai retenu, c'est que quand même, nous reconnaissons qu'il y a le point mental, il y a le poids émotionnel, et que tout ce que nous voyons, ce qui vous a aidé dans votre contexte, c'est l'appui des les efforts
par les collègues, les efforts par le système de soutien comme le FLOC, et le sens d'avoir soutien de l'humain à l'humain. C'est en fait cette expérience vraiment me touche, tout ce que vous avez apprendre qu'il y avait plusieurs personnes qui voulaient aider. Et ça, c'est très, très important. Et cela m'amène au point de poser la question à vous tous comme panélistes. En se reconnaissant déjà tiré que vous avez déjà partagé, comment est-ce que les agences peuvent-ils étendre les structures psychosociales aux personnes et les opérations et les sont le soutien psychosocial aux personnes à charge lorsque le personnel est déployé dans des zones où les préoccupations de sécurité et les contraintes opérationnelles, les contacts directs. Peut-être si on va commencer par vous d'abord, et puis Nathalie et Isabelle, si vous allez aussi parler. Oui, d'après mon expérience et aussi de ce que j'ai pu entrevoir, on sous-estime vraiment l'apport des ressources comme des bouclettes, beaucoup d'organisations, des pages dédiées, ont des contacts, mais avec aussi, je dirais, la routine du travail et nos sites, l'administration, des fois, il faut le dire, on essaie de réinventer la roue. On oublie en fait que ces basiques doivent être toujours rappelés aux familles parce que c'est pas quand tout va bien que justement on va se plonger dans le booklet pour savoir un peu comment faire les choses, quel contact avoir, comment gérer la situation, mais c'est toujours apprécié par les familles, même par les collègues, d'avoir au moins un support. Ne sous-estimons pas à l'heure où tout est digital, même ces bouclets sont mais au moins d'avoir ces ressources et de les partager. On ne se rend pas compte vraiment à quel point, dans ces moments-là, la famille se raccroche aussi à ces ressources-là, à défaut d'avoir un contact ou d'avoir quelqu'un à qui parler. C'est déjà quelque chose que les organisations peuvent maintenir et peuvent promouvoir, je dirais, de façon plus active, de façon régulière. Parce qu'on se dit, bon, ça fait longtemps, maintenant, mais combien, on sait le turnover, on sait parfois qu'il y a même des familles qui sont dans le système, je dirais, depuis longtemps, ou des staffs qui n'ont pas ce réflexe, qui ne savent pas où chercher l'aide ou chercher les renseignements ou chercher l'appui nécessaire. Donc, je pense que déjà appuyer un peu plus cette diffusion, même peut-être mutualiser ça interagence, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se mutualisent. Maintenant, on est à l'ère de la mutualisation des moyens. Mutualiser cela parce que ça permet vraiment pour les familles et pour les collègues d'avoir au moins un premier point d'ancrage par rapport à un soutien. Donc, voilà un peu moi ce que je pense à cette question. Qui ne connaissent pas là où ils peuvent aller avoir de l'information et la digitalisation n'aide pas forcément, surtout dans les diligences. Nathalie? Oui, rapidement, moi, je me souviens d'avoir eu des conversations avec des collègues, encore une fois, que ce soit au Congo ou au Soudan, même si c'était officiellement des endroits où on pouvait être basé en famille, mais de fait, beaucoup qui prévoyaient que dans ces et qui du coup étaient séparés très tôt. Et alors on a en général, et c'est un peu une généralisation, mais on avait les collègues hommes qui en fait un peu les non-family duty stations et les fournisseurs pour toute la famille, donc ils avaient cette pression, et moi j'ai vu
beaucoup quand même l'effet de la solitude sur ces personnes qui peuvent accumuler des comportements nocifs pour eux. Et je trouve qu'on n'en parle pas. Et je fais l'espace pour en parler et pas normaliser le fait qu'un homme puisse laisser sa famille qui subit la pression tout seul et c'est ne voit pas ses enfants pendant un an ou quoi. Je trouve que ça, c'était assez dur pour eux à voir. Et après, moi, j'ai plus parlé avec les mères qui étaient dans cette situation. Et en général, les mères, par contre, laissent leurs enfants soit seuls, soit à d'autres membres de la famille, mais qui ne sont pas avec l'autre parent. En général, c'est des mères seules qui n'ont pas le choix, qui prennent des hardship duty station pour pouvoir payer les études ou quoi. Et le poids de la solitude était vraiment incroyable, le poids de la culpabilité et à la fois l'idée qu'on fait que ce qu'on peut et ce qu'on doit faire. Et j'ai pas d'outil particulier, mais encore une fois, j'avais trouvé qu'à chaque fois, donner de la place à ces gens pour avoir la conversation, on a tendance à les prendre comme des collègues, à les voir comme des petits soldats qui font le boulot et puis qui doivent être performants. Et je trouve que avoir les espaces où on peut prendre un café et avoir les pique-niques flocs ou se retrouver le week-end et se voir aussi comme parents avec le poids personnel que chacun traverse et le poids d'avoir la famille qui manque, d'avoir les enfants qui sont loin. On sentait que ça, déjà, ça faisait du bien, enfin, de pouvoir un peu laisser parler ce côté-là, pas être que des bons professionnels. En tout cas. Non, merci. Merci bien sûr, le poids de solitude et l'impact positif d'avoir des collègues pour se partager les expériences. Du coup, je vais parler un peu de Flock, vu que tu me dis. C'est vrai que j'en parle comme Flock sans vraiment expliquer ce que c'est maintenant. Donc Flock, en effet, c'est un programme psychosocial qu'on a créé au PAM, qui est un programme global avec des sections locales dans plus de 40 pays maintenant. C'est un programme qui a 4 ans, qui a été rejoint dans certains pays pilotes par l'UNICEF, par le PNUD, par l'OIM. Et donc qui développe aussi bien des programmes psychosociaux globaux, donc des préparations aux urgences pour les familles, mais aussi au niveau local. Et comme je le disais tout à l'heure, on a des groupes de soutien mutuel thématiques sur toute une... Et donc, il permet aussi de créer des communautés mondiales, souvent langue par langue, précises et des vécus précis qui peuvent être au niveau d'urgences personnelles, comme disait Daba, parce qu'il y a aussi les urgences personnelles, que ce soit la perte d'une grossesse, par exemple, ou un deuil. Donc, c'est toutes ces communautés, c'est des communautés qui rassemblent aussi bien les employés que les membres de leur famille, et quel que soit le type de contrat. Donc, c'est pas juste les recognized dependents, les dépendants officiels, en fonction des contrats, etc. Et aussi, on sait qu'il y a une énorme diversité, comme disait aussi Daba, dans ce qu'on considère notre famille, d'un endroit à l'autre, d'une personne à l'autre. Et donc, il n'y a pas ces contraintes-là. Et chacun peut déterminer qui elle a besoin et veut inclure comme qui est sa famille, quoi, qui veut inclure dans cette communauté. Et donc, ça permet à tous et toutes d'avoir accès à des ressources comme ceux dont on parlait, les leaflets, les petits livrets, tout le matériel qu'on peut développer pour se préparer aux urgences. On a des jeux pour essayer de justement préparer un plan de préparation aux urgences en famille ou des choses comme ça. Et aussi, comme disait Nathalie, de créer ces communautés, c'est créer du lien, c'est vraiment créer du lien social, recréer du lien social. Beaucoup d'entre nous, nationaux et internationaux, sont séparés de leur lien social, de et sont ailleurs. On les isole, comme tu disais, et c'est un facteur de risque énorme au niveau de la santé mentale, l'isolement. On sait très bien qu'un des facteurs
principaux de résilience, c'est justement la qualité du soutien social. Qu'est-ce qui va faire que quand une situation difficile, et tous, que ce soit dans les urgences ou pas, on va affronter des situations difficiles, qu'est-ce qui va nous permettre de réagir au mieux, de rebondir et tout? C'est le fait, exactement ce qu'a décrit très très bien, j'en avais des frissons, Nathalie, c'est le côté humain. C'est savoir que t'es pas tout seul, et même si les autres ils vont pas résoudre ton problème, ils sont là. Et c'est savoir connaître ce soutien-là, cette attention, et ça, c'est essentiel. Et dans les situations qui sont potentiellement traumatiques, comme celle dont on parle là, encore plus, parce que quand on parle de guerre et d'atrocités commises par d'autres êtres humains, on a besoin de garder confiance dans l'être humain, de retrouver confiance dans l'être humain, de ne pas perdre l'espoir dans l'humanité. Et donc ces communautés, elles sont cruciales, je pense, dans ces situations-là. Merci, merci. Très important. Très important, en fait, tu mets l'accent sur euh, l'idée de rebondir, l'idée de trouver l'espoir dans l'être humain. Alors, avant de passer la parole à nos participants pour poser les questions, j'ai juste une question pour vous tous, les panélistes. Euh, Si vous deviez concevoir un plan de préparation aux urgences au sein des Nations Unies aujourd'hui, quel est l'élément axé sur la famille rendez-vous non négociable? Juste un élément que vous allez vraiment dire, ça, c'est pas négociable à ce qui concerne les préparations aux urgences. Et je commence par vous, Isabelle, si vous le permettez. Puis, Daba et Nathalie. Pour moi, c'est sans aucun doute le fait d'avoir une équipe dédiée. Parce que comme disait Daba, les familles, c'est les grands oubliés, toujours. Et si on n'a pas une équipe qui est dédiée aux familles, ça passera à la trappe. De toutes les policies, les plans de préparation, tout ce qu'il faut faire, sans une équipe et une communauté aussi. On a essayé de multiples fois d'avoir des communautés qui soient uniquement basées sur le volontariat. S'il n'y a pas quand même une équipe pour soutenir, pour recruter des volontaires, pour les engager, pour les former, etc., ça ne peut pas marcher uniquement sur la base du volontariat. Donc, clairement, une équipe dédiée, spécialisée en santé mentale, dédiée au soutien et à la liaison avec les familles. Merci. Équipe dédiée. C'est qui c'est Daba? Oui, pour moi, en fait, ce serait toujours dans le siège de ce que Isabelle a dit et de tout ce qui a été dit, ce serait un peu plus conceptuel dans le fait que quand on s'engage pour un poste, pour une fonction, et après, voilà, qu'une situation particulière arrive, que pour moi, la chose non négociable, ce serait vraiment que d'emblée, avant même l'entrée du staff ou du collègue, dans ces zones. Des fois, c'est après que, comment dire, l'urgence arrive. Mais au moins qu'il y ait cette connexion, cette conscience que aussi, c'est une famille. C'est pas seulement un staff qui arrive, il y a aussi un background, il y a aussi une famille. Donc, pour moi, ce serait vraiment que l'organisation puisse prendre conscience vraiment, au-delà du côté administratif, hein, je dirais, qu'il y a cette implication. Mais ça nécessite, comme justement, c'est pour ça que je dis c'est dans le siège de ce que dit Isabelle, qui est vraiment une implication de collègues vraiment à ce travail, qui est un travail très, très sensible, mais aussi un travail de fourmi, mais aussi un travail qui nécessite certaines compétences spécifiques pour prendre en compte cette partie, je dirais, du background un peu de la personne qui rentre, qui est dans l'organisation ou qui va dans certaines situations. Donc, pour moi, c'est vraiment qu'on ne signe pas seulement un collègue ou un staff pour aller quelque part, qu'on prenne vraiment encore plus en compte cette disposition communautaire, familiale qui est derrière et en mettant en place des personnes dédiées. Voilà pour moi ce qui serait un peu non négociable. D'accord. Nathalie, vous aviez été sur terrain, vous avez vécu la réalité en fait. Qu'est-ce que vous conseillez comme non négociable?
Bah, quelque chose de très basique et je pense qu'il manque encore malheureusement. Et Isabelle y a fait référence dans sa première intervention, les security briefings. Et c'est impossible que les familles, les dépendants, les autres épouses, les enfants ne soient pas briefés. Et de la même façon, dans un plan d'évacuation, c'est pas la même chose si on doit évacuer 300 staff single, célibataires. Et s'il y a des bébés, des enfants, des personnes handicapées, des personnes âgées à évacuer aussi. Donc, je pense que j'ai beaucoup insisté sur la dimension humaine, mais je crois que juste sur nos process, il faut qu'on soit plus systématiquement à penser effectivement, comme vient de le dire Daba, que c'est pas juste un staff qui est là, il y a aussi des familles autour. D'accord, merci. Merci. C'est le temps de tourner vers nos participants. Nous avons déjà reçu des questions. On va voir si on aura le temps de répondre aux des questions. Euh, la première question est liée au point évoqué lors de précédentes conversations concernant en fait l'équité d'accès et la nécessité de veiller à ce que le personnel local ait également accès aux services, tout comme le personnel international. Alors la question c'est, pourriez-vous expliquer comment cela est mis en œuvre et comment cela pourrait être amélioré? Votre réponse pourra être réalité vécue et aussi ce que vous voyez, surtout Isabelle et Daba, comment on pourra en fait améliorer cette situation. Euh, je vous passe la parole sans ordre. Nathalie, si tu veux aller la première. Euh, franchement, j'ai pas forcément de solution juste là. Je pense que si déjà l'intention y est, et je suis désolée parce que c'est très basique, mais je pense que euh, idéalement, c'est un peu un vœu pieux, mais idéalement, il faudrait quand même qu'effectivement, dans tout ce qu'on conçoit, dans tous les process qu'on met en place, dans tous les services auxquels on pense, on puisse penser aux différentes situations, aux différentes contraintes, aux différents contrats qu'ont les collègues et qui, à la fin, se trouvent tous dans la même situation. C'est-à-dire qu'on fait tous face au même danger, au même risque. Il y en a qui sont plus exposés, il y en a qui ont des contraintes personnelles plus importantes. Et je pense que les collègues nationaux, on a beaucoup de retard, je pense, à récupérer de ce côté-là et que il faudrait au moins que l'intention y soit partout. Je dis pas qu'elle y est pas, je dis qu'il faut vraiment être systématique à ce niveau-là. Je n'ai pas tellement plus de solutions que ça, malheureusement. Merci, Isabelle. Oui, enfin, je suis tout à fait d'accord qu'on doit absolument se concentrer beaucoup plus et spécifiquement sur la question des familles des nationaux, parce que encore, de temps en temps, les familles des internationaux, des fixeurs, on va y penser. Euh, mais alors là, les familles des nationaux, c'est les plus grands oubliés parmi tous et toutes. Et donc, dans Flock, la majorité, l'énorme majorité contrairement, tout le monde pense que c'est un programme pour expatriés, pas du tout. L'énorme majorité, c'est des nationaux. Et ça, j'en suis très, très heureuse, parce que pour moi, c'est fondamental. Et l'idée de créer cette communauté, pour moi, et ces communautés même localement, c'est vraiment de créer un pont entre les deux, entre deux communautés qui sont souvent très séparées dans les bureaux pays, et de créer cette solidarité, ces échanges de connaissances, etc. Et ils ont des besoins spécifiques. Alors, il y a des choses qui sont semblables, alors qu'on ne les considère pas. Par exemple, ce que je disais tout à l'heure, énormément de nationaux ne sont pas locaux, on les appelle locaux, mais en vrai, ils sont de l'autre côté du pays, des fois dans des pays immenses, très difficiles d'accès. Donc, ils sont un peu des expatriés dans leur propre pays. Des fois, c'est une autre langue, une autre culture, là où ils sont. Donc, ils vivent beaucoup des mêmes difficultés ou défis que vivent les internationaux, sans avoir les mêmes bénéfices, les mêmes R&R, etc., pour pouvoir retourner voir leur famille. Donc, il y a plein de choses qu'on pourrait faire qui coûtent pas forcément de l'argent, notamment au niveau de tout ce qui est
policies RH flexibles, flexibilité du travail, les horaires comprimés qui permettent au personnel national de faire des journées plus longues et d'avoir des week-ends plus longs pour pouvoir retourner voir leur famille, par exemple, dans certains contextes, etc., qui sont vraiment, vraiment importants en prévention. Et puis aussi, quand on développe ces plans de préparation aux urgences dont on parlait pour les familles, on doit considérer, par exemple, au Congo, là, cette année, ce qui s'est passé en RDC, où on a relocalisé énormément de familles de toutes les Nations Unies, de Goma, etc., Bukavu et tout, jusqu'à Kinshasa, en passant par le Rwanda, l'Ouganda. On a eu plein de problèmes, par exemple, de difficultés par rapport au fait d'avoir des cartes d'identité, les ID UN, les passeports ou même documents d'identité. Ça, c'est des choses où l'international, s'il a voyagé avec sa famille, a priori, la famille a un passeport. Est-ce qu'on se pose la question et est-ce qu'on fait tout un travail de prévention avec les nationaux pour dire c'est important parce qu'on ne sait jamais et c'est important que tous les membres de votre famille aient l'ID UN. Voilà, donc c'est exactement ce genre de choses qu'on doit développer bien davantage pour pouvoir mieux soutenir. Et après, voilà, on s'est déployé. Nous, je disais une équipe dédiée, ça permet que le Congo, aussi bien moi que ma collègue qui est au Kenya, on est parti soutenir immédiatement les nationaux qui étaient les nationaux et leurs familles qui étaient relocalisés à travers tout ce périple très difficile qu'ils ont affronté. Ok. Merci. Merci Isabelle, merci à vous tous. Nous avions reçu des questions, comme je le disais tout à l'heure, mais il nous semble que le temps ne nous permet pas de répondre à la deuxième question, mais je vais lire la question quand même pour l'audience. C'est comment le service de soutien aux familles évolue-t-il à la suite de la réforme actuelle et quel message d'espoir peut être transmis au personnel et aux membres de la famille en cette période? C'est une question qui pourra être toute une table ronde en soi-même et on va s'arrêter par-ci. Merci nos panélistes, merci aux participants pour l'ouverture, l'éclairage, ainsi que toutes les personnes qui sont rejointes, qui sont avec nous aujourd'hui. Notre discussion nous rappelle que derrière chaque membre du personnel des Nations Unies travaillant dans une situation de crise se trouve une famille. Et la famille, ce n'est pas les dépendants qu'on a dans des dossiers RH. C'est tout ce qui y est défini comme famille par le personnel lui-même, qui fait face aux incertitudes, à la distance et à la tension émotionnelle. Nous avons entendu comment l'incertitude à distance, la connexion, la communication et l'inclusion peuvent faire toute la différence non seulement pour le bien-être, mais aussi pour la résilience et l'efficacité dans notre travail. En avançant, veillons que les familles du personnel soient également prises en compte dans nos efforts, en soutenant les personnes qui soutiennent notre travail. Nous renforçons l'ensemble de la communauté des Nations Unies. Merci encore d'avoir pris part de cette conversation essentielle. Dans les interventions humanitaires, le silence ne doit jamais signifier la séparation. Puissons-nous continuer à bâtir des systèmes où chaque voix de famille résonne le lien de souhait et d'espoir. Et merci beaucoup de votre participation. Merci Janvier, merci à tous. Merci beaucoup. Merci, au revoir.